On passe par l'Est? On passe par l'ouest. Un avion transportant de la marchandise pour Amazon tombe du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Oh pitié, c'est pas possible. Il s'écrase dans un marécage à 64 km de Houston au Texas. Il n'y a aucun survivant. On devait avancer tant bien que mal dans cette ovaseuse pour essayer de trouver quelque chose. Alors que les enquêteurs tentent de reconstituer l'épave, les images des caméras de surveillance leur fournissent une piste précieuse. Les 767 ne plongent pas à pic comme ça. La perte soudaine d'altitude était voulue? C'est possible. Bon sang! Redresse! Alerte, alerte. T'es prêt? Le copilote, Conrad Aska, 37 ans, exerce depuis 4 ans. Ce soir-là, il est aux commandes de l'avion et vole à une altitude de 10 700 mètres. Soudain, la cabine se dépressurise. Aska doit immédiatement descendre à 3000 mètres, là où l'air est respirable. Les signaux d'alerte sont de plus en plus nombreux. Attends, une seconde. C'est son 4e jour de formation sur ce type d'avion. Il avait beaucoup de mal à gérer les situations difficiles. Quand on le mettait en difficulté, il avait plus tendance à paniquer qu'à trouver une solution. Ok, Conrad. Je réinitialise à 10 700 mètres. On recommence. 2 ans plus tard, alors qu'il travaille pour Transstate Airlines, Aska échoue à un examen pratique, à un examen oral et à un test en vol à bord de l'Embraer Jet. Il a eu des réactions inappropriées face à des perturbations mineures, des choses basiques. Il a commis des erreurs de pilotage. Trois ans plus tard, après avoir échoué à la formation de commandant de bord chez Mesa Airlines, sa carrière est compromise. Le vol Atlas 3591 survole le golfe du Mexique. 460 km/h. Le commandant de bord, Ricky Blakely, 60 ans, est pilote depuis 17 ans. Il supervise le vol à destination de Houston, au Texas. Altitude inférieure, 1800 mètres. Le copilote Conrad Aska est aux commandes. Un 3e pilote est en pause à bord. Reçu, 1800 mètres. Ils sont aux commandes d'un Boeing 767. C'est un BCF, un Boeing Converted Freighter. Il servait à transporter des passagers. Puis ils ont enlevé les sièges et découpé une nouvelle porte de chargement pour en faire un avion cargo. Le 767 dessert de nombreux secteurs. Le Boeing 767 d'Atlas Air est un avion à fuselage large, fiable et automatisé qui a une capacité de chargement de 53 tonnes. Atlas Air est une compagnie aérienne de transport de fret et de passagers qui travaille pour différentes entreprises. Leur plus gros client est Amazon. L'Atlas 3591 décolle de Miami avec 12 tonnes de marchandises. Le vol jusqu'à Houston doit durer 2h30. Très bien, je confirme. À 449 km de leur destination, les pilotes fixent une altitude à atteindre en descente. À tous les avions, danger, tour de contrôle de Houston. Avis météo, risque de perturbation. Géant 3591, bien reçu. Pour ce vol, l'indicatif d'appel de l'avion est Géant 3591. Ça va être mouvementé.
Tu as dit quelque chose? Non. Ok. Pour faire atterrir l'avion... Je t'entends mal. Ah, ok. Pour faire atterrir l'avion, je vais désactiver le pilote automatique. D'accord. Bonne idée. À 98 km de l'aéroport, le vol 767 poursuit sa descente en direction de Houston. Géant 3591, tour de Houston. Des précipitations à l'ouest de Dayton se déplacent vers l'est. Quelques minutes plus tard, le contrôleur informe l'équipage. Un front froid se déplaçait du nord-ouest vers le sud-est, et il devait le contourner. C'était des intempéries de routine. Il n'y avait pas de quoi vraiment s'inquiéter. Bien reçu, Géant 3591. Comment voulez-vous les contourner? En coupant à l'est, puis en passant par le nord? Une seconde, je reviens. Tu pilotes? Bien. Je pilote. Le copilote passe le relais au commandant de bord pendant qu'il réfléchit à la direction à prendre pour contourner les précipitations. Il doit toujours y avoir quelqu'un en commande de l'avion. Si le pilote veut faire quelque chose, il doit passer les commandes au pilote qui surveille. Et à ce moment-là, ils échangent les rôles. On passe par l'est? Géant 3591, on passe par l'ouest. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de départs à l'ouest. Mais si vous accélérez votre descente jusqu'à 900 mètres, je vous laisse passer à l'ouest. Les pilotes décident de passer par l'ouest. Comme il y a des départs depuis l'aéroport, le contrôleur aérien leur demande de descendre à 900 mètres. Ricky Blakely, le commandant de bord, règle la nouvelle altitude à atteindre. 900 mètres, c'est bon. Le pilote automatique entame sa descente un peu plus tôt pour atteindre la nouvelle altitude. Pour ralentir l'avion, le copilote déploie les aérofreins. Il modifie la circulation de l'air autour de l'aile, ce qui ralentit l'avion. C'est aussi très utile pour faire descendre l'appareil plus vite que la normale. Alors que l'avion poursuit sa descente vers Houston, EFI, le copilote remarque que l'un de ses écrans de vol s'est éteint. Le EFI, ou système d'instruments de vol électronique, affiche des données indispensables sur les performances de vol de l'appareil. c'est bon, il s'est rallumé. Il s'est rallumé. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Quand il y a un problème d'affichage en face de vous, vous le transférez. Il passe au centre, puis revient de votre côté de l'avion. Bien. Je te rends les commandes. Je les reprends. Le commandant rend les commandes au copilote, Conrad Aska. OK. Volet 1. À 64 km de l'aéroport, les pilotes préparent l'avion à l'atterrissage. Pour chaque aéroport, la configuration est différente. Il y a plusieurs pistes. Donc, mieux vaut vous préparer à l'approche dès que possible. De cette façon, vous aurez une image mentale de ce qu'il va se passer à l'atterrissage. On a gardé le cap? Alors que le vol 3591 se rapproche de l'aéroport, les pilotes se préparent pour l'approche finale. Géant 3591, dans environ 29 km, vous couperez par le nord pour l'étape de base. Le temps est dégagé de l'autre côté, donc ça devrait aller. Le contrôleur les informe qu'ils passeront par le nord, après avoir contourné les intempéries. Ok, Géant 3591. Je perds en vitesse? Qu'est-ce qui se passe? On décroche. On décroche. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pitié, c'est pas possible. Bon sang, commandant! Redresse! Les pilotes du vol 3591 luttent pour redresser l'avion. Mais il est trop tard.
L'Atlas R3591 s'écrase dans les eaux marécageuses de Trinity Bay, à 64 km à l'est de Houston. Personne n'a survécu. 12 tonnes de marchandises ont coulé dans les marais. Une équipe du NTSB, le Conseil américain de la sécurité des transports, entre dans le marécage pour récupérer les débris. On avait déjà travaillé en eau profonde, dans des forêts, des jungles, de vastes étendues. Mais cette fois, tout était réuni pour en faire l'une des opérations les plus difficiles et les plus longues de toute ma carrière. Alors que la mission de sauvetage se poursuit, Bill English, enquêteur du NTSB, met en place une base d'opération à Baytown, au Texas. Regarde le champ de débris. L'enquêteur du NTSB, David Lawrence, se joint à l'équipe. Il a travaillé sur plus de 300 accidents aériens. Il a explosé en 1000 morceaux. Tu sais ce que ça veut dire? En voyant le champ de débris et l'état de l'avion, on peut tout de suite dire que l'appareil a percuté le sol à grande vitesse. L'impact a été très violent. On a retrouvé les boîtes noires? Pas encore. Les boîtes noires sont essentielles pour résoudre le mystère du crash de l'Atlas 3591. Mais la quantité de débris ne va pas faciliter les recherches. Les débris étaient complètement ou partiellement immergés dans cette eau vaseuse. On devait avancer tant bien que mal dans la boue pour essayer de trouver quelque chose. On ne savait pas si on allait un jour récupérer les boîtes noires. J'ai récupéré toutes les données et la transcription de nos échanges. En attendant que les boîtes noires soient retrouvées, David Lawrence interroge le contrôleur qui a dirigé l'avion vers Houston. Je voulais entendre les pilotes, leurs dernières conversations et les dernières instructions de pilotage données par la tour de contrôle. Il y a ça aussi. Ça avait l'air mouvementé. Les pilotes vous ont dit être en mauvaise posture? Un front froid traversait les alentours de Houston, mais pas au point de pousser un 767 au crash. Dites-moi, est-ce qu'ils ont envoyé des signaux de détresse? Non, rien. Vous voyez là? Je leur ai donné la météo. Ils ont acquiescé et ensuite je n'ai plus eu de nouvelles. Il n'y a pas eu d'appel au secours. Leurs échanges avec le contrôleur aérien sont restés banals. Rien n'indiquait un quelconque problème avec l'avion. Voici la trajectoire finale de l'avion. Vous voyez? Là. Ils ont vite perdu en altitude. Les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi l'Atlas 3591 s'est écrasé, mais son brusque plongeon constitue un indice. Merci. Je vous recontacterai si besoin. Alors qu'il descendait à 1800 mètres, l'avion a soudainement plongé à pic tout droit vers le sol. La météo n'étant pas à l'origine de l'accident, C'est peut-être une erreur de pilotage. les enquêteurs tentent de trouver des indices dans les décombres. Essayons de retrouver le vérin à vis. Un vérin à vis situé dans la queue de l'avion contrôle le stabilisateur horizontal. Quand la vis tourne, le stabilisateur se déplace vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'assiette de l'avion. Il a l'air entier. Il a été endommagé par l'impact, mais il n'y a aucune trace d'usure excessive. 28,5 cm. Rien d'inhabituel. La position du vérin à vis correspondait à une erreur de pilotage et non à une sorte d'emballement. Jetons un œil au profil de descente. Une fois l'emballement du stabilisateur écarté, les enquêteurs s'intéressent de nouveau à la descente de l'avion. La descente est normale jusque-là, à environ 1800 mètres. La perte soudaine d'altitude était voulue? La trajectoire de l'avion semble être la conséquence d'un acte délibéré.
C'est possible. Il est déjà arrivé que des pilotes fassent en sorte de s'écraser parce qu'ils avaient des problèmes psychologiques. En 2015, le copilote d'un Airbus de Germanwings a enfermé le commandant de bord hors du cockpit et a volontairement précipité l'avion dans les Alpes françaises, tuant les 150 personnes à bord. 2 ans plus tard, un vol LAM-Mozambique s'écrase en Namibie, tuant 33 personnes après que le commandant de bord a modifié les paramètres du pilote automatique pour que l'avion percute le sol. Dans ces 2 accidents, les pilotes avaient de graves problèmes. Je vais vérifier leurs dossiers médicaux. Alors que les enquêteurs s'intéressent à la santé mentale de l'équipage de l'Atlas 3591, ils reçoivent des nouvelles de l'équipe sur place. Ils ont la boîte noire du cockpit. La boîte noire du cockpit est envoyée à Washington, D.C. pour analyse. Le dossier médical du commandant. Ils n'avaient pas de problème. Il a validé les examens médicaux. Pas d'antécédents de dépression, ni de problème personnel majeur. Et le copilote? Il a validé ses examens médicaux. Ces pilotes n'avaient aucun antécédent médical qui puisse laisser penser qu'il s'agissait d'un acte intentionnel. Ah, ça tombe bien. Merci. La boîte noire du cockpit devrait permettre de comprendre pourquoi l'Atlas 3591 est descendu si rapidement. « 460 km/h. Altitude inférieure, 1800 mètres. Reçu, 1800 mètres. Ils parlent de l'altitude à atteindre. C'est banal. Je ne perçois pas de stress dans leur voix. Non. Avance un peu. Bien reçu. Géant 3591. Comment voulez-vous les contourner? En coupant à l'est puis en passant par le nord? Une seconde, je reviens. On passe par l'est? Alors qu'ils écoutent l'équipage et le contrôleur aérien discuter de la trajectoire à prendre pour contourner les intempéries, EFI. les enquêteurs entendent un détail intéressant. C'est bon. Il s'est rallumé. Il s'est rallumé. Il suffit d'appuyer sur un bouton. L'affichage d'un instrument a dû se couper. Ils l'ont tout de suite récupéré. Le copilote a eu un problème avec le système d'instruments de bord électronique. Mais il a actionné le commutateur et ça a résolu le problème. Le temps est dégagé de l'autre côté, donc ça devrait aller. Ok. Bien reçu. Je perds en vitesse? Qu'est-ce qui se passe? On décroche. On décroche. L'avion a soudainement ralenti et décroché? Vu le champ de débris, il a heurté le sol à grande vitesse. Qui est responsable? Après avoir exploré les marécages pendant plus d'une semaine, l'enregistreur de paramètres de l'Atlas 3591 est finalement retrouvé et envoyé à Washington, D.C. pour analyse. Tout se passait bien jusqu'à ce que le copilote dise « Je perds de la vitesse ». 3 secondes plus tard, il dit « On décroche ». 15 secondes plus tard, il s'écrase. En attendant les données de vol, Géant 3591. il réécoute l'enregistrement Je perds en vitesse? de la boîte noire du cockpit. Qu'est-ce qui se passe? On entend clairement que le copilote était très agité et confus. On décroche. On l'entend dire « On décroche, on décroche ». On décroche. Qu'est-ce qui se passe? Bien.
Supposons qu'ils aient décroché. Comment? Eh bien, l'avion transportait presque 12 tonnes de marchandises. Si une cargaison s'est détachée, elle a pu le déséquilibrer. Si le chargement se détache ou se déplace dans la soute pendant le vol, le centre de gravité de l'avion se déplace, ce qui déséquilibre l'appareil et provoque un décrochage irréversible. En 2013, un Boeing 747 de fret s'est écrasé en Afghanistan à cause d'une cargaison mal attachée qui s'est retrouvée dans le système de commande arrière pendant le décollage. Le décrochage de l'Atlas 3591 a-t-il été provoqué par un déplacement de cargaison? On est allé à Miami pour observer le processus de chargement, car le crash aurait pu être causé par un déplacement de cargaison. Tout me semble correct. Je peux jeter un œil à la paperasse? On a cherché des défaillances potentielles. Peut-être que la cargaison n'avait pas été correctement sécurisée, ou peut-être qu'il y avait trop de marchandises, ou qu'elle n'avait pas été chargée correctement. On a tout vérifié. Toutes les palettes étaient bien fixées. L'arrimage a été vérifié plusieurs fois. Le cahier des charges a été parfaitement respecté. Regarde ça. Une fois la théorie de la cargaison écartée, les enquêteurs s'intéressent à un nouvel élément de preuve pour trouver des réponses. Ça a été filmé par une caméra de surveillance de la prison du comté. La caméra a filmé les dernières secondes de l'Atlas 3591. La première fois que j'ai vu les images de vidéosurveillance, j'étais déconcerté. Les 767 ne plongent pas à pic comme ça. Ça n'a fait qu'accentuer le mystère autour du crash de cet avion. Il descend très vite, à pic. Il n'est pas tombé à plat comme une crêpe. À cette vitesse, c'est pas un décrochage. Il tentait peut-être de rattraper un décrochage. Quand l'avion décroche, il faut abaisser le nez, réduire l'angle d'attaque et accélérer. Le copilote a dit « on décroche » 15 secondes avant l'impact. Toujours en attente des données de vol, les enquêteurs cherchent des preuves supplémentaires que l'avion a décroché avant de s'écraser. Combien de temps l'avion plonge à pic dans la vidéo? « 5 secondes. Que faisait-il à ce moment-là? Au vu de la position de l'avion, les enquêteurs ont conclu que l'Atlas 3591 a peut-être essayé de se sortir d'un décrochage. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de le redresser. Commandant! Qu'est-ce qui se passe? Le temps qu'ils sortent des nuages et comprennent ce qu'il se passe, il était trop tard et l'avion s'est écrasé. Redresse! Commençons par le début de la descente, environ 14 minutes avant l'impact. Les données de vol de l'Atlas 3591 peuvent maintenant être analysées. L'avion commence à descendre ici, à environ 177 km de l'aéroport. Tangage normal, vitesse constante 509 km/h. Jusque-là, tout a l'air normal. Tu sais quoi? Passons à la dernière minute de vol. Ok. Il y a un problème juste ici. 32 secondes avant le crash. Ouais. Quand le copilote dit que l'avion décroche exactement? Le copilote dit on décroche 15 secondes avant l'impact. Attends.
La vitesse ne baisse pas. C'est même l'inverse. 500 km/h. C'est le double de la vitesse de décrochage d'un 767. Tu vois ça? C'est l'angle d'attaque. Il est incliné à 18 degrés vers le bas. Nez baissé. Le vibreur de manche ne réagit pas. Sur le Boeing 767, quand l'incidence est proche de celle du décrochage, le vibreur de manche se déclenche. Puis un levier va pousser le nez vers l'avant pour vous signaler que vous êtes proche du décrochage. Un décrochage se produit généralement à un angle d'attaque entre 16 et 20 degrés, nez en l'air. Je perds en vitesse? Mais cet avion en était loin. Qu'est-ce qui se passe? L'avion n'a pas décroché. On décroche. Quand le copilote a crié que l'avion décrochait, on décroche! L'avion était loin de décrocher. L'Atlas 3591 Redresse! s'est écrasé pour une autre raison. Regarde ça. La remise des gaz est activée. Le mode de remise des gaz est un réglage du pilote automatique qui augmente la poussée et relève le nez de 4 degrés pour que l'avion puisse faire un tour de piste plutôt que d'atterrir. On remet les gaz quand on ne voit pas la piste et qu'on doit faire demi-tour pour tenter une autre approche, ou quand le contrôleur aérien le demande. À aucun moment, l'équipage ne parle de remise des gaz. Donc s'ils n'en parlent pas, est-ce qu'ils l'ont activé par accident? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Aérofrein, remise de gaz. Compris. Grâce aux données de vol de l'Atlas 3591, les enquêteurs reproduisent les manœuvres des pilotes jusqu'au moment de l'activation de la remise des gaz. L'avion descend normalement. Le pilote automatique et l'automanette sont enclenchés. L'avion est cabré à 1 degré. On a essayé de reproduire une descente normale en se servant des aérofreins avec un copilote sur le siège de droite. Ensuite, ils ont déployé les aérofreins pour ralentir l'avion. C'est fait, l'avion ralentit. Quand vous sortez les aérofreins sur un Boeing 767, rien ne vous indique qu'ils sont bien sortis. Dans ce cas, le pilote aux commandes garde la main sur le levier des aérofreins pour se rappeler qu'ils ont été déployés. Attendez. Votre poignet. On a remarqué que le poignet du copilote était très proche du bouton de remise des gaz lorsqu'il manipulait le levier des aérofreins selon les procédures. Je suis proche, mais je ne touche pas le bouton. Et quoi d'autre? On a ensuite regardé à quel moment le copilote avait manipulé le levier des aérofreins. Il y a eu des turbulences. Simulez les turbulences. À la surprise de l'enquêteur, le pilote peut toucher et activer par inadvertance la remise des gaz. Vous avez dû le sentir? Non, je n'ai rien senti. Je l'ai touché avec ma montre. La voilà. Ça explique tout. Des photos trouvées sur les réseaux sociaux indiquaient qu'il portait souvent une grosse montre argentée au poignet gauche. C'était une montre en métal assez imposante qu'il portait probablement le jour du crash. On a gardé le cap? Alors que le vol 3591 se rapproche de l'aéroport, les pilotes se préparent à l'approche finale. Géant 3591, dans environ 29 km. Vous couperez par le nord pour l'étape de base. Ça marche. 3591.
Son poignet devait être à quelques centimètres de l'interrupteur. Et s'il portait cette grosse montre en métal, il était encore plus près. Donc, s'il a touché l'interrupteur avec sa montre, il est fort possible qu'il n'ait rien senti. Il semblerait que les pilotes aient activé la remise des gaz par inadvertance. Tu crois que c'est déjà arrivé? Je vais regarder les rapports des pilotes. Les enquêteurs découvrent que certains pilotes ont déjà activé la remise des gaz par inadvertance. On a recensé une dizaine de rapports. Mais je soupçonne que c'est arrivé bien plus souvent, parce que les pilotes détectent et corrigent généralement le problème rapidement. Quand la remise des gaz est activée, l'écran du vol principal s'allume et alerte le pilote. Difficile à rater. C'est clairement indiqué en haut de l'écran de vol principal, à la vue des pilotes. Ils auraient dû s'en rendre compte. Donc, il fallait qu'on sache ce qu'il se passait dans le cockpit à ce moment-là. OK, 3591. Les enquêteurs réexaminent les données de l'Atlas 3591 C'est là que la remise des gaz a été activée. Il y a le pilote automatique. pour tenter de savoir ce que faisaient les pilotes pour ne pas avoir remarqué qu'ils avaient actionné la remise des gaz. Les moteurs de l'avion délivrent plus de puissance. L'avion se cabre. Mais regarde. Il se cabre un instant, puis d'un coup il plonge. Lors d'une remise des gaz, le seul moyen de faire piquer l'avion serait d'outrepasser le pilote automatique. Mais pourquoi un pilote ferait-il ça? S'il ne s'est pas rendu compte que la remise des gaz était activée, il a dû remarquer que l'avion cabrait trop haut. Les enquêteurs font une découverte capitale. En traversant les épais nuages, sans aucune vision sur l'horizon, le copilote Aska se retrouve désorienté. Une fois la remise des gaz enclenchée, la poussée a fait accélérer l'avion et il a commencé à se cabrer. Et comme ils étaient dans les nuages, ils ne voyaient pas l'horizon. Le copilote a senti que l'avion se cabrait, alors qu'il ne se cabrait pas autant que son oreille interne lui indiquait. Ça expliquerait pourquoi il a fait piquer l'avion. Alors que faisait le commandant? Il ne regardait pas les instruments? Il parlait à la tour de contrôle. Géant 3591, dans environ 29 km. Vous couperez par le nord pour l'étape de base. Ça marche. Géant 3591. Ok. Mais quand il a eu fini, il a dû regarder le tableau de bord. Les enquêteurs ne peuvent dire où le commandant regardait à ce moment-là, mais l'enregistreur de paramètres peut révéler ce qu'il faisait. Voyons ce que nous disent les gouvernes. Les données sur les gouvernes révèlent la manière dont les pilotes manient les commandes pour agir sur le tangage de l'avion. Ils travaillaient en tandem jusqu'à ce que la remise des gaz soit enclenchée. Ok, regarde. Seul le commandant commence à redresser. Il a dû remarquer que l'avion piquait et a voulu le redresser. Au moment où il a compris ce qu'il se passait, ils étaient condamnés. Les enquêteurs découvrent que le commandant a essayé de redresser l'avion alors que le copilote Aska continuait à le faire piquer. Commandant, qu'est-ce qui se passe? L'avion piquait. Ils ont essayé de le sauver à la dernière minute, mais ils étaient trop bas et il était trop tard. Pendant la formation, les pilotes apprennent à se fier aux instruments et non à leur propre perception. Alors pourquoi il n'a pas fait comme en formation? Oh pitié, c'est pas possible. Redresse! J'ai reçu leur dossier de formation. Regarde ça. Les enquêteurs examinent la formation du copilote chez Atlas Air pour comprendre pourquoi il ne s'est pas fié à ses instruments comme il a été formé à le faire.
En 2017, le copilote a eu du mal à effectuer les procédures ordinaires, à anticiper et à résoudre les problèmes. Il a échoué au premier examen pratique à bord du 767. Le copilote a échoué à l'examen oral initial pour la qualification de type 767. Il a ensuite rencontré des difficultés lors de l'entraînement en vol. Et il a dû faire une remise à niveau avant de passer l'examen pratique. L'examinateur du rattrapage a estimé qu'il avait un problème de confiance. Après avoir pris connaissance du piètre dossier de formation du copilote Aska chez Atlas, les enquêteurs s'intéressent à sa carrière. On a passé en revue ses expériences. Comment en est-il arrivé là? Ça remonte jusqu'à quand? Au tout début de sa carrière de pilote, en 2008. Commuter, Transstate, Mesa. Combien de compagnies? 6 autres compagnies aériennes en 9 ans. En se penchant sur le passé de ce pilote, on a trouvé des manquements et des informations intéressantes sur sa formation. Vitesse faible. Attends. Une seconde. C'est incroyable. Commute Air, formation incomplète. Même chose chez Air Wisconsin. Il a abandonné. En enquêtant sur le crash de l'Atlas 3591, l'équipe découvre que le copilote Aska avait un passé professionnel inquiétant. Il n'a terminé la formation de copilote dans aucune des deux compagnies. 2014, il rate l'examen oral, le test en vol et l'examen pratique. En 2017, chez Mesa Airlines, Aska se forme pour passer commandant. Approche de l'altitude minimum et de la hauteur de décision. Minimum. Quoi? Y a un problème? Ce copilote a eu beaucoup de mal durant la formation pour devenir commandant de bord. Bon sang. Qu'est-ce qu'il a? Ses formateurs ont dit qu'il avait une mauvaise analyse de la situation. Il était nerveux face aux événements habituels et appuyait sur des boutons au hasard. Il n'est pas passé commandant et il a abandonné. C'est l'un des pires cas que j'ai vu de ma carrière. Comment un pilote aussi mauvais a réussi à obtenir un emploi dans l'un des plus grands services de livraison de marchandises du monde? Il a montré à maintes reprises qu'il était incompétent. Il a échoué à plusieurs examens. Il avait énormément de lacunes. Alors on est allé voir Atlas Air pour leur demander ce qu'ils savaient. J'ai enfin réussi à avoir son CV et sa candidature. Pourquoi Atlas Air a-t-il embauché un pilote aussi peu compétent? Commuter et Air Wisconsin ne sont même pas sur son CV. À la place, il a dit qu'il était à la fac. Dans sa candidature, il n'a mentionné nulle part sa tentative de devenir commandant chez Mesa ou son test en vol raté à Transstate. En examinant le CV du copilote et sa candidature chez Atlas Air, on a découvert qu'il avait omis de mentionner certaines expériences dans d'autres compagnies aériennes. Attends une seconde. Les pilotes sont censés indiquer leur parcours et leurs expériences professionnelles, de la même manière que les personnes qui ne sont pas pilotes doivent fournir tout leur parcours professionnel. Mais Aska a omis de mentionner certaines expériences de formation particulièrement dérangeantes et a dupé ses futurs employeurs. Il leur a caché la plupart de ces informations, et Atlas ne l'a jamais découvert. Comment ce pilote a-t-il réussi à s'infiltrer dans la brèche, à se reformer, à s'infiltrer dans une autre brèche, pour finalement se retrouver aux commandes d'un 767 et provoquer un crash? Un petit dérapage s'est transformé en désastre en 32 secondes. L'avion entre dans les nuages. Il subit des turbulences. Le poignet gauche du copilote
appuie sur le bouton de remise des gaz. L'avion remet les gaz. Dès l'instant où il a activé la remise des gaz, le copilote a été désorienté. Il n'a pas regardé les instruments de vol et il a réagi de manière inappropriée. Je perds en vitesse. Il va à l'encontre du pilote automatique et il pousse le manche vers l'avant. L'avion commence à piquer et à accélérer davantage. Qu'est-ce qui se passe? On décroche. On décroche! Il est très en retard sur l'avion. Il a une très mauvaise analyse de la situation. Il croit à un décrochage alors qu'en fait, l'avion plonge à pic. Commandant! Qu'est-ce qui se passe? Au moment où le commandant s'est rendu compte de ce qu'il se passait et a tenté de rectifier le tir en redressant l'avion, il était trop tard. Bon sang! Redresse! Je fais de ces accidents une affaire personnelle. Je veux essayer de les éviter. Parce que j'étais pilote de ligne, j'étais à la place de ces hommes. Je ne veux plus que ça se reproduise. Et pour moi, cet accident aurait largement pu être évité. Dans son compte-rendu final, le NTSB émet une alerte de sécurité concernant la proximité du levier des aérofreins avec le bouton gauche de remise des gaz, qui peut facilement être activé par inadvertance. Le NTSB recommande également la création d'une base de données regroupant les dossiers des pilotes, permettant ainsi aux compagnies aériennes d'accéder au parcours professionnel des candidats, ce que la FAA était en train de mettre en place au moment de l'accident. Cela fait plus de 10 ans que le NTSB préconise la création d'une base de données regroupant les dossiers des pilotes. Certains pilotes ayant montré des lacunes à de nombreuses reprises sont passés entre les mailles du filet. Il faut donc améliorer le système d'archivage des dossiers.